Mon mari et moi avons réduit toutes nos dépenses et nous apprêtions à conclure l'affaire pour notre première maison. Puis j'ai découvert que mon mari avait secrètement envoyé de l'argent chaque mois à son frère pour rembourser ses dettes de jeu. Mon mari, Marc, et moi sommes mariés depuis 4 ans, ensemble depuis 7. Nous avons tous les deux la trentaine et sommes enfin prêts à acheter notre première maison. Nous avons commencé notre fonds immobilier il y a 3 ans avec pour objectif d'économiser 80 000 € pour un acompte sur une maison modeste de premier achat dans notre région. Rien de fantaisiste, juste une maison de plein pied de 3 chambres que nous pouvions réellement nous permettre, dans un quartier avec une bonne école. Nous avons tous deux contribué 800 € chaque mois, religieusement. Cela représente un total de 1 600 € versés à nos économies chaque mois pendant 3 années complètes. Cela signifiait pas de vacances pendant 3 ans, conduire des voitures qui tombaient littéralement en morceaux, préparer nos repas chaque putain de dimanche, et dire non à tout ce qui coûtait de l'argent. Je conduis une voiture avec 180 000 km au compteur et un voyant moteur allumé depuis 2 ans. La climatisation est tombée en panne l'été dernier et nous avons simplement baissé les fenêtres au lieu de la réparer car chaque euro allait au fonds immobilier. Marc conduit un Ford Ranger de 2012 qui fait un bruit de tondeuse à gazon quand il le démarre. La transmission patine parfois, mais il fait avec. Nous n'avons pas mangé dans un restaurant autre que McDonald's ou Burger King depuis plus d'1 an. Notre idée de soirée romantique est de louer un film à 4 € de vidéo future et de faire du popcorn à la maison avec du sel saveur beurre parce que le vrai beurre coûte trop cher. Je porte les mêmes 5 tenues de travail en rotation et n'ai pas acheté de nouveaux vêtements depuis 2 ans. Marc porte les mêmes 3 paires de jeans qui commencent à avoir des trous aux genoux. Nous n'allons pas au cinéma. Nous n'achetons pas de café. Nous préparons nos déjeuners tous les jours. Nos amis ont arrêté de nous inviter car nous disions toujours non à tout ce qui coûtait de l'argent. Mais cela en valait la peine car nous avions enfin économisé 52 000 €. Nous étions si près de notre objectif. Nous avons trouvé cette petite maison parfaite à 285 000 €. Rien de spécial, mais elle avait une cour clôturée pour notre chien Rintintin et se trouvait dans un bon quartier scolaire pour le jour où nous aurions des enfants. 3 chambres, 2 salles de bain, un petit garage, et surtout, c'était quelque chose que nous pouvions réellement nous permettre dans cette économie. Nous étions si excités d'être enfin propriétaires au lieu de jeter l'argent par les fenêtres en loyer. La maison était sur le marché depuis 2 semaines, ce qui est une éternité dans cette région. Tout ce qui est décent est arraché en 2 ou 3 jours. Nous pensions que c'était peut-être notre coup de chance. Nous avons fait une offre et elle a été acceptée. Nous devions conclure l'affaire dans 30 jours. Donc, je suis assise avec notre agent de crédit à la Banque nationale de Paris, en train de revoir nos relevés bancaires, quand elle me pose des questions sur des anomalies dans notre compte d'épargne. Je suis confuse car je suis chaque centime qui va dans ce compte. Elle me montre les relevés et il y a tous ces virements que je ne reconnais pas. 500 € étiquetés « Charge », 1 200 € pour courses, 800 € pour réparation automobile, 2 100 € pour urgence médicale, 900 € pour entretien de la maison, tous provenant de notre compte d'épargne logement au cours des 6 derniers mois. Au début, j'ai cru à une usurpation d'identité ou à une erreur bancaire. Ces virements se produisaient toutes les 2 semaines, et je n'avais aucun souvenir d'en avoir autorisé un seul. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'ils allaient tous vers le même compte externe. J'ai demandé à l'agent de crédit les informations de routage, et quand elle me les a montrées, je les ai immédiatement reconnues. Elles correspondaient aux coordonnées bancaires du frère de Marc, Jacques, que j'avais déjà vu sur PayPal lorsque nous partagions les frais de dîner ou autres. Je suis restée assise là, faisant des calculs dans ma tête pendant que l'agent de crédit continuait à parler des ratios dette-revenu. Tous ces mystérieux virements s'élevaient à environ 15 000 €. 15 000 € de notre argent pour la maison avaient tout simplement disparu, transférés sur le compte de Jacques en 6 mois sans que je sache quoi que ce soit. J'ai immédiatement appelé Marc. Il était à son travail chez l'entreprise électrique, et je pouvais à peine parler. Quand il a répondu, je lui ai posé des questions sur les virements vers le compte de Jacques. Il y a eu un long silence pesant à l'autre bout du fil. Non pas comme s'il réfléchissait à quoi dire, mais comme s'il savait exactement de quoi je parlais et essayait de trouver comment gérer le fait d'avoir été pris. Finalement, il a dit «
Nous en parlerons quand je rentrerai à la maison, d'une voix très plate et m'a raccroché au nez. J'ai passé le reste de la journée à la banque, examinant chaque transaction au peigne fin. L'agent de crédit était patiente, mais je pouvais voir qu'elle commençait à s'agacer car nous étions censés finaliser les documents, et au lieu de cela, j'étais en train de faire une crise de nerfs sur nos dossiers financiers. Le premier virement était de 500 €, il y a exactement 6 mois, juste au moment où Jacques a perdu son emploi. Puis cela a progressivement augmenté, 800 €, 1200 €, 1500 €, 2100 €, et plus récemment 3000 € le mois dernier. Tous étiquetés comme des dépenses ménagères légitimes, mais allant directement sur le compte bancaire de son frère au chômage. Jacques a 30 ans et travaillait dans la construction jusqu'à ce qu'il soit licencié il y a 8 mois. Il ne cesse de dire que quelque chose va bientôt arriver, mais n'a en fait postulé nulle part, d'après ce que je peux voir. Il vit dans la partie la plus chère de notre ville dans un appartement d'une chambre qui coûte 1800 € par mois. Pendant ce temps, Marc et moi vivons dans un petit appartement de 60 mètres carrés qui coûte 1100 € parce que nous essayons d'économiser chaque euro possible pour notre maison. Jacques a toujours été complètement irresponsable avec l'argent. Il a une installation de jeu coûteuse avec un grand moniteur et un clavier mécanique qui a probablement coûté 2000 € au total. Il collectionne des bandes dessinées vintage et a des étagères pleines d'ailes dans des étuis de protection. Il a toujours de l'argent pour les concerts, la bière artisanale et les sorties dans les bars avec ses amis. Lors de nos réunions de famille, Jacques se présente avec de nouveaux vêtements tandis que Marc et moi portons les mêmes tenues d'il y a 3 ans. Ses parents l'aident parfois, mais ils sont tous deux à la retraite et vivent de leur pension, donc ce n'est pas comme s'ils pouvaient couvrir son loyer tous les mois. Le beau-père de Jacques a travaillé à la poste pendant 35 ans, et sa mère était femme au foyer. Ce sont de bonnes personnes, mais ils n'ont pas des milliers d'euros qui traînent. Quand Marc est rentré du travail ce soir-là, je lui ai demandé directement ce qui se passait avec ses virements à Jacques. Il a d'abord essayé de le nier, disant que quelqu'un avait peut-être piraté notre compte ou que la banque avait fait une erreur. Quand je lui ai montré le numéro de routage qui correspondait au compte de Jacques, tout son visage a changé. La couleur s'en est simplement drainée et il s'est assis lourdement sur la chaise en face de moi. Puis il est devenu défensif, demandant pourquoi je surveillais notre compte comme une sorte de flic financier. Il a dit que les couples étaient censés se faire confiance et que j'agissais comme une folle en remettant en question des dépenses légitimes. Je lui ai dit que ce n'étaient pas des dépenses légitimes. C'étaient des virements secrets à son frère dont je ne savais rien. La banque l'avait découvert lors de notre processus de demande de prêt hypothécaire, pas parce que je fouinais. C'est à ce moment-là qu'il a finalement admis qu'il envoyait de l'argent à Jacques depuis 6 mois. Ses justifications étaient absolument incroyables. Il a dit que je ne comprendrais pas parce que je suis enfant unique et que je ne sais pas ce que c'est d'avoir des responsabilités familiales. Il a dit que Jacques serait sans abri dans la rue sans aide et que nous ne pouvions pas laisser la famille souffrir. Il a dit que nous pouvions retarder l'achat de la maison d'1 an ou 2 parce que nous étions encore jeunes et avions le temps. Ce qui m'a vraiment mis en colère, c'est quand il a dit que puisqu'il faisait des heures supplémentaires, parfois une partie de cet argent était de toute façon en trop et qu'il devrait pouvoir aider sa famille avec ses propres revenus. J'ai fait remarquer que nous avions spécifiquement convenu que chaque centime de ces heures supplémentaires irait au fonds immobilier. C'était le but de lui de prendre des quarts de travail supplémentaires le week-end et de rester tard pendant la semaine. Ces heures supplémentaires étaient censées nous faire atteindre notre objectif plus rapidement, pas subventionner le style de vie coûteux de son frère. Je lui ai demandé quel était le plan de Jacques pour se remettre sur pied. Marc a dit que Jacques cherchait activement du travail et avait des pistes prometteuses, mais que le marché du travail était difficile en ce moment. Quand j'ai demandé des détails sur ces pistes, Marc n'a pas pu me donner de détails. J'ai dit que même si Jacques avait des difficultés, il pouvait déménager dans un endroit moins cher, prendre un colocataire ou prendre littéralement n'importe quel emploi pour commencer à gagner de l'argent. Il y a des panneaux « recherche personnelle » partout. Restaurants, magasins de détail, entrepôts, services de livraison. Jacques pourrait travailler demain s'il le voulait. Marc n'arrêtait pas de dire que je ne comprenais pas la loyauté familiale et que Jacques traversait la période la plus difficile de sa vie. Il a dit que j'étais froide et égoïste de ne pas vouloir aider quelqu'un qui était désespéré. Je lui ai demandé combien de temps il comptait continuer à envoyer de l'argent à Jacques.
Il a dit jusqu'à ce que Jacques se remette financièrement. Quand j'ai demandé quand cela se produirait réellement, il n'a pas pu me donner de calendrier, juste des promesses vagues selon lesquelles Jacques trouverait quelque chose bientôt. Je lui ai dit qu'il m'avait caché de l'argent pendant 6 mois concernant la destination de notre argent, que nous mangions des nouilles instantanées et du riz pour pouvoir économiser pour une maison pendant qu'il finançait secrètement le style de vie de son frère. Que je me sentais complètement trahi et que je ne savais plus si je pouvais lui faire confiance. Marc a dit qu'il n'avait jamais voulu me blesser, mais que Jacques était de la famille et qu'il savait que je serais contrariée s'il demandait la permission, alors il a pensé qu'il valait mieux gérer ça discrètement et rembourser l'argent avant que je ne m'en aperçoive. Je lui ai demandé comment il comptait rembourser 15 000 € sans que je ne remarque que de l'argent apparaissait sur notre compte. Il n'a pas eu de réponse à cela. La dispute a duré des heures. Marc a continué à insister sur le fait qu'il faisait ce qu'il fallait en aidant son frère et que j'étais déraisonnable. J'ai continué à faire remarquer qu'il avait volé notre avenir ensemble à mon insu et sans mon consentement. Finalement, je lui ai dit que j'avais besoin d'espace pour réfléchir et que je ne pouvais pas être dans le même appartement que lui en ce moment. J'ai fait ma valise et je suis allée rester chez ma meilleure amie, Sophie, qui habite à environ 20 minutes. C'était il y a 3 jours et je me sens toujours complètement perdue. Nous avons perdu la maison. Évidemment, le temps que nous puissions reporter le rendez-vous pour le prêt hypothécaire et régler nos finances, un autre couple avait fait une offre et elle a été acceptée. Le marché immobilier ici est absolument fou en ce moment et tout ce qui est décent reçoit plusieurs offres dans les 48 heures. Ma meilleure amie est allée aux Caraïbes l'année dernière et m'envoyait des photos de la plage. Je lui ai dit que ça avait l'air incroyable, mais que nous ne pouvions pas nous permettre des vacances parce que nous économisions pour la maison. Sophie n'arrête pas de me dire que je devrais juste divorcer de Marc et passer à autre chose. Mais nous sommes ensemble depuis 7 ans. C'est une énorme partie de ma vingtaine et de ma trentaine. Nous avons un chien ensemble, des amis en commun, toute une vie construite ensemble. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont on peut se remettre ou si c'est un point de rupture. Je me demande aussi quels autres secrets financiers Marc pourrait cacher. S'il a pu mentir sur 15 000 € pendant 6 mois, qu'est-ce que je ne sais pas d'autre? Y a-t-il des cartes de crédit? Je ne sais pas quels autres membres de sa famille il a aidé. Jacques n'a même pas appelé pour me remercier ou s'excuser d'avoir pris l'argent de notre maison. Selon Marc, Jacques ne sait pas que j'ai découvert les virements. Il pense que Marc est juste un bon frère et qu'il l'aide pendant une période difficile. Je suis censée rencontrer Marc demain pour parler de la suite. Une partie de moi veut lui donner une chance de réparer ça, mais honnêtement, je ne sais pas comment on reconstruit la confiance après quelque chose comme ça. Quelqu'un a-t-il déjà vécu quelque chose de similaire? Comment surmontez-vous le fait que votre conjoint vous mente sur l'argent et vous vole vos objectifs communs? Je suis complètement perdue. Mise à jour 1. Merci pour toutes vos réponses à mon message original. Lire tous vos conseils m'a été utile. Même si la plupart des gens me disent de fuir, je suis restée chez ma meilleure amie Sophie parce que je ne pouvais littéralement pas être dans le même espace que Marc en ce moment. Il est passé chez Sophie hier soir avec un bouquet de marguerites, mes fleurs préférées, et une boîte de chocolat noir de la marque suisse. Je les ai pris, comme si cela allait d'une manière ou d'une autre réparer le fait qu'il avait volé 15 000 € de notre avenir commun. Je lui ai dit que j'appréciais le geste, mais que les fleurs et les chocolats n'allaient pas faire disparaître ça. Il avait l'air sur le point de pleurer quand j'ai fermé la porte. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là de toute façon, alors j'ai décidé d'appeler la mère de Marc, Nadine, vers 22 heures. Elle a toujours été très gentille avec moi et me traite comme la fille qu'elle n'a jamais eue. J'ai pensé qu'elle méritait de savoir ce qui se passait puisque Marc allait probablement me dépeindre comme la méchante dans tout ça. Nadine regardait la télévision avec le beau-père de Marc. Quand j'ai appelé, j'entendais une émission de cuisine en arrière-plan. Quand je lui ai raconté ce que Marc faisait avec l'argent de notre maison, il y a eu un silence complet pendant environ 30 secondes. Puis elle a commencé à poser des questions rapides sur les dates et les montants et la durée de la situation. Il s'avère que Nadine n'avait absolument aucune idée des virements. Quand j'ai expliqué que Marc envoyait 15 000 € à Jacques sur 6 mois, elle est devenue très silencieuse puis a dit « ce fils de » sous son souffle. Je ne sais pas si elle parlait de Marc ou de Jacques ou des deux.
Nadine a dit qu'elle se demandait comment Jacques parvenait à maintenir son style de vie depuis qu'il avait été licencié il y a 8 mois. Ses allocations chômage ne couvraient qu'environ 200 € par semaine, ce qui n'était certainement pas suffisant pour un appartement à 1800 €, plus les charges, la nourriture, l'essence et toutes ses dépenses de loisirs. Elle supposait qu'il était responsable et avait des économies ou se démenait vraiment pour trouver du travail. Puis Nadine m'a raconté des choses qui ont rendu toute cette situation encore plus exaspérante. Jacques n'a pas simplement refusé poliment des offres d'emploi. Il a en fait refusé 2 offres d'emploi concrètes le mois dernier parce qu'elles n'étaient pas assez bonnes pour lui. L'une était à 18 € de l'heure pour un travail en entrepôt dans un centre de distribution à environ 15 minutes de son appartement, à temps plein avec des avantages sociaux et des opportunités d'heures supplémentaires. Jacques a dit à Nadine que le travail était en dessous de lui et qu'il n'allait pas perdre son temps. La deuxième offre était à 16 € de l'heure dans une autre entreprise de construction, faisant le même type de travail électrique qu'il faisait auparavant. Jacques a dit que le salaire était trop bas et qu'il attendait quelque chose qui paierait au moins 25 € de l'heure. Nadine a fait remarquer que 16 € de l'heure, c'était mieux que 0 € de l'heure, mais Jacques a insisté sur le fait qu'il devait connaître sa valeur. Pendant ce temps, il se vantait auprès de leur famille élargie que Marc le soutenait et était un frère si généreux. Apparemment, à la fête d'anniversaire de leur cousin Didier il y a 2 week-ends, Jacques racontait qu'il n'avait pas besoin de se soucier de l'argent parce que Marc l'aiderait toujours. Il a dit aux gens que Marc comprenait la loyauté familiale et ne laisserait jamais son petit frère en difficulté. La femme de Didier a envoyé un message à Nadine après la fête, lui demandant si tout allait bien financièrement avec Marc et moi, car Jacques racontait que Marc le soutenait dans sa recherche d'emploi. Nadine n'avait aucune idée de ce dont Jacques parlait et lui a dit que tout allait bien d'après ce qu'elle savait. Le pire, c'est quand Nadine m'a parlé des récents achats de Jacques. Elle était passée chez lui il y a 2 semaines pour lui apporter des restes de lasagne. Pendant qu'elle était là, elle a remarqué qu'il avait une toute nouvelle console de jeux de marque Next Gen installée dans son salon avec une pile de nouveaux jeux encore sous plastique. Quand Nadine lui a demandé où il avait trouvé l'argent pour une console de jeux qui coûte 500 € plus les jeux, Jacques a dit qu'il avait économisé ses allocations chômage et s'était finalement offert quelque chose de bien. Il a dit qu'il le méritait après tout le stress d'être au chômage et de chercher du travail. Alors, pendant que Marc et moi mangeons des boîtes de macaroni au fromage à 99 centimes pour économiser de l'argent, Jacques achète des produits électroniques de luxe avec l'argent de notre maison et s'en vante auprès de la famille. Nadine était tellement en colère quand je lui ai raconté tout ça. Elle a dit qu'elle allait se rendre chez Jacques tout de suite pour en discuter avec lui, mais je lui ai demandé de ne rien dire pour l'instant parce que je devais d'abord savoir ce que j'allais faire avec Marc. Marc m'avait envoyé des messages constamment, me demandant de le rencontrer et de parler. Finalement, hier soir, j'ai accepté de le rencontrer dans notre appartement pour que nous puissions avoir une vraie conversation sur la suite des événements. Quand je suis arrivée chez nous, Jacques était assis sur notre canapé, mangeant un sandwich et regardant YouTube sur notre télévision. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Marc a dit qu'il pensait que ce serait bien pour nous 3 de mettre les choses au clair et de régler cette situation ensemble comme des adultes. J'aurais dû faire demi-tour et partir tout de suite. Jacques est immédiatement passé à l'offensive avant même que je puisse m'asseoir. Il a dit que j'étais égoïste avec l'argent et que la famille passait avant tout, surtout quand quelqu'un traversait des moments difficiles. Il a dit que Marc était juste un bon frère et que je devrais être fière d'avoir épousé quelqu'un avec de si fortes valeurs familiales. Puis Jacques m'a traité de « pouf » pour m'être fâché pour quelques milliers, alors que Marc gagnait bien sa vie. Il a dit que Marc méritait mieux que quelqu'un qui abandonnerait des membres de sa famille dans le besoin et qu'il avait toujours pensé que j'étais trop égocentrique pour son frère. Pendant tout le temps que Jacques me criait dessus, Marc est resté assis, fixant le sol comme un lâche. Il ne m'a pas défendu. Il n'a pas dit à son frère d'arrêter de m'insulter. Il n'a rien fait. Il a juste laissé Jacques me manquer de respect dans notre propre maison pendant que je restais là, choquée. J'ai demandé à Jacques quel était son plan concret pour nous rembourser l'argent. Il a même ri et a dit qu'il ne me devait rien car c'était la décision de Marc de l'aider. Quand j'ai fait remarquer que c'était aussi mon argent, puisque nous étions mariés, Jacques a dit que c'était entre Marc et moi et que ça n'avait rien à voir avec lui.
Quand j'ai évoqué les offres d'emploi qu'il avait refusées, Jacques est devenu défensif et a dit que c'était des postes sans issue et sans possibilité d'évolution. Il a affirmé qu'il attendait des opportunités de gestion et ne voulait pas rester bloqué dans un emploi d'entrepôt qui nuirait à son CV. Cet homme de 30 ans est au chômage depuis 8 mois, vit de l'argent volé de son frère, vient d'acheter une console Next-Gen avec l'argent de notre maison, et il pense qu'il va décrocher un poste de gestion sans aucune expérience professionnelle récente. L'illusion est absolument irréelle. J'ai demandé à Jacques quand il comptait commencer à contribuer à sa propre survie, ne serait-ce que pour quelque chose, au lieu de vivre au crochet de Marc. Il a dit qu'il avait plusieurs entretiens prévus, ce dont je doute, et que quelque chose allait se concrétiser bientôt. Quand j'ai demandé des précisions sur ces prétendus entretiens, Jacques a dit que ce n'était pas mes affaires et qu'il n'avait pas à justifier sa recherche d'emploi auprès de la femme de son frère. Je suis partie. Marc m'a suivi jusqu'au parking et a essayé d'expliquer que Jacques était juste sur la défensive et ne voulait pas dire ce qu'il disait. Il m'a demandé de rentrer à l'intérieur pour que nous puissions en parler calmement tous ensemble. J'ai dit à Marc que s'il voulait choisir son frère chômeur et irrespectueux plutôt que sa femme, il était libre de le faire, mais que j'en avais marre d'être traité comme une moins que rien dans ma propre maison. Marc a dit que j'exagérais et que Jacques était juste stressé par sa situation. Il a promis que Jacques s'excuserait pour les insultes et que nous pourrions trouver un arrangement qui convienne à tout le monde. J'ai demandé à Marc pourquoi il trouvait normal que Jacques m'appelle salope et pouf. Marc a dit que Jacques ne le pensait pas vraiment et qu'il réagissait simplement parce qu'il se sentait acculé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Marc ne me défendrait pas, quoi que Jacques fasse ou dise. Son frère pouvait me manquer de respect en face et Marc trouverait juste des excuses pour lui. Je songe sérieusement à une séparation à ce stade, comme vous l'avez dit. Je ne peux pas être mariée à quelqu'un qui me mentirait pendant des mois, volerait nos objectifs communs, puis laisserait son frère m'agresser verbalement pendant qu'il reste assis sans rien faire. Sophie me dit de prendre un avocat et de commencer à protéger mes biens, mais j'espère que Marc va reprendre ses esprits et réaliser à quel point il a tout gâché. Cependant, après le désastre de la réunion d'hier, je ne suis pas sûre qu'il en soit capable. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Mise à jour 2. Cette semaine, je suis honnêtement épuisée par toute cette histoire. Marc se présente chez Sophie tous les 2 jours avec diverses offres de paix. Mes chocolats suisses préférés, des fleurs, du café. Hier, il m'a apporté un sac de ces coûteuses amandes enrobées de chocolat noir parce qu'il sait que je les mange quand je suis stressée pendant mes règles. J'ai pris le chocolat, mais je lui ai dit qu'il faudrait plus que des snacks coûteux pour réparer le fait qu'il avait volé l'argent de notre maison et m'avait menti pendant des mois. Il n'arrête pas de dire qu'il veut faire des compromis et arranger les choses. Mais quand je lui demande des détails sur son plan, il ne me donne que des promesses vagues sur la mise en place de limites avec Jacques et sur le fait qu'il sera un meilleur mari. Pendant ce temps, Nadine a décidé de prendre les choses en main et a organisé une réunion de famille pour confronter Jacques à propos de la situation financière. Elle a réuni le beau-père de Marc, sa tante Caroline et son oncle Michel et a demandé si je voulais participer par appel vidéo pour un soutien moral. J'ai dit oui parce que je voulais voir comment Jacques allait gérer d'être confronté par toute la famille à propos de son comportement. Cela s'est avéré être une énorme erreur. La réunion a eu lieu chez Nadine et le beau-père de Marc le dimanche après-midi. J'ai rejoint par appel vidéo depuis chez Sophie pendant que le reste de la famille se réunissait dans leur salon. Jacques est arrivé 20 minutes en retard, portant un nouveau sweat à capuche qui coûtait probablement 80 € et agissant comme s'il n'avait aucune idée de pourquoi tout le monde voulait lui parler. Nadine a commencé par expliquer qu'elle avait découvert que Marc envoyait de l'argent à Jacques provenant de nos économies pour la maison. Jacques est immédiatement devenu défensif et a dit que c'était entre lui et Marc et que ce n'était l'affaire de personne d'autre. Quand Nadine a fait remarquer que l'argent m'appartenait aussi, puisque nous étions mariés, Jacques a haussé les épaules et a dit que c'était le problème de Marc à régler. L'oncle Michel a demandé quel genre de travail Jacques recherchait si le travail en entrepôt et la construction n'était pas suffisant. Jacques a dit qu'il était intéressé par des postes de gestion, des rôles de vente ou peut-être se lancer dans l'industrie technologique. Quand Michel a fait remarquer que Jacques n'avait aucune expérience en gestion, vente ou technologie, Jacques a dit qu'il apprenait vite et avait juste besoin que quelqu'un lui donne une chance.
Toute la famille était frustrée par l'attitude de Jacques. Mais ensuite, Nadine a lâché une bombe à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Apparemment, Jacques a un fonds fiduciaire de ses grands-parents, les parents de la mère de Marc, qu'il n'a jamais touché. Le vieil homme est décédé quand Jacques avait 25 ans et a laissé 35 000 € à chacun des deux garçons. Marc a utilisé sa part pour payer sa formation d'électricien et ses programmes de certification. L'argent de Jacques est resté sur un compte d'investissement, rapportant des intérêts pendant 5 ans. Lorsque la famille lui a demandé pourquoi il n'avait pas utilisé l'argent du fonds fiduciaire pour subvenir à ses besoins, Jacques a dit que c'était seulement pour les urgences et que perdre son emploi ne comptait pas comme une véritable urgence. Il a affirmé qu'il l'économisait pour quelque chose d'important comme l'achat d'une maison un jour ou le démarrage d'une entreprise. J'ai perdu mon calme à travers l'appel vidéo. J'ai dit que voler l'argent de notre maison alors qu'il avait 35 000 € de son propre argent, et même plus, qui dormait dans son fonds fiduciaire, était la chose la plus égoïste que j'ai jamais entendue. Jacques est devenu défensif et a dit que ce n'était pas du vol parce que Marc lui avait donné l'argent volontairement et que ce qu'il faisait de son héritage était sa propre décision. Voici la partie qui m'a vraiment touchée. Marc a en fait été d'accord avec Jacques sur le fait de ne pas toucher au fonds fiduciaire. Il a dit via l'appel vidéo que peut-être Jacques avait raison de l'économiser pour quelque chose d'important et que nous ne devrions pas le pousser à utiliser son héritage pour les dépenses quotidiennes. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Marc défendait la décision de Jacques d'accumuler son propre argent tout en volant le nôtre. J'ai raccroché l'appel vidéo et éteint mon téléphone pour le reste de la journée. Sophie m'a trouvé en pleurs dans sa chambre d'amis 1 heure plus tard. Elle m'a apporté de la glace et m'a laissé me défouler sur la façon dont les priorités familiales de Marc étaient à l'envers. Même ses propres parents étaient horrifiés par l'attitude de Jacques. Mais Marc trouvait toujours des excuses pour lui. Après le désastre de la réunion de famille, Marc est encore venu chez Sophie. Cette fois, j'avais une liste d'exigences spécifiques prête pour lui. Premièrement, une transparence financière totale. J'ai accès à tous les comptes, carte de crédit, tout. Deuxièmement, Jacques rembourse chaque centime dans un délai d'1 an avec un plan de paiement écrit. Troisièmement, une thérapie de couple commence immédiatement, non négociable. Quatrièmement, plus d'argent pour Jacques, jamais, pour quelque raison que ce soit, même s'il prétend que c'est une question de vie ou de mort. Marc a accepté la première exigence et a dit qu'il avait déjà commencé à rassembler toutes nos informations financières pour me les montrer. Il a accepté la thérapie de couple et a dit qu'il avait déjà cherché des thérapeutes qui prenaient notre assurance, mais il a complètement refusé de faire rembourser l'argent par Jacques. Il a dit « Je ne peux pas presser du sang d'une pierre et que Jacques n'a clairement pas 15 000 € qui traînent, même si Jacques a littéralement plus du double de ce montant dans son fonds fiduciaire qui rapporte des intérêts. » Au lieu de tenir Jacques responsable, Marc a proposé de travailler des heures supplémentaires et des petits boulots pour remplacer l'argent lui-même. Il a dit qu'il pourrait probablement tout rembourser en 8 à 10 mois s'il se démenait vraiment et prenait du travail le week-end. Quand j'ai demandé pourquoi Jacques ne devrait pas être responsable de rembourser l'argent qu'il avait reçu et dépensé, Marc a dit que j'étais trop dur avec quelqu'un qui avait déjà des difficultés avec le chômage et la dépression. Il a dit que faire rembourser Jacques créerait simplement plus de drames et de stress familiaux. J'ai dit à Marc que tant que Jacques n'assumerait pas ses responsabilités et n'accepterait pas un plan de paiement, je ne rentrerai pas à la maison. Marc a dit que j'étais déraisonnable et que punir Jacques ne résoudrait rien. La situation du logement s'est aussi tellement aggravée. Nous avons perdu cette première maison évidemment, mais maintenant les prix dans notre région ont augmenté de 8% supplémentaires rien qu'au cours du dernier mois. Des maisons qui étaient affichées à 280 000 € se vendent maintenant à 300 000 € et plus et reçoivent plusieurs offres le premier week-end. Même avec nos 52 000 € d'origine, nous devrions économiser pendant encore 2 ans pour nous permettre quoi que ce soit de décent dans un quartier où nous voudrions réellement vivre. Notre loyer va également augmenter de 200 € par mois lorsque notre bail sera renouvelé dans 3 mois. Donc, non seulement nous avons perdu notre acompte pour la maison, mais nos dépenses mensuelles augmentent tandis que les prix des maisons continuent de grimper. Nous nous éloignons de la propriété, au lieu de nous en rapprocher. J'ai regardé des maisons à louer juste pour voir ce qui était disponible. Mais tout ce qui a une cour pour un tintin coûte 2 200 € et plus par mois.
Nous ne pouvons pas nous le permettre même avec nos 2 revenus, surtout si Marc travaille en plus pour rembourser l'argent de Jacques au lieu d'économiser pour une maison. Sophie n'arrête pas de me dire de simplement divorcer de Marc et de recommencer à zéro. Mais 7 ans, c'est long à jeter. Nous avons des amis en commun, des dettes en commun, toute une vie construite ensemble. Je ne veux pas être une divorcée de 33 ans qui recommence à zéro s'il y a un moyen de réparer ce mariage. J'ai aussi dit à Marc qu'il avait encore 2 semaines pour faire en sorte que Jacques accepte un plan de paiement et assume une certaine responsabilité dans ce gâchis. Si cela ne se produit pas, j'appelle un avocat spécialisé dans les divorces et nous pourrons déterminer comment partager nos biens restants. Marc a dit que j'étais dramatique et que je donnais des ultimatums au lieu de travailler ensemble sur une solution. J'ai dit que le moment de travailler ensemble était avant qu'il ne passe 6 mois à me mentir sur la destination de notre argent. Toute sa famille, à l'exception de ma belle-mère, n'arrête pas de me traiter d'égoïste et de matérialiste. Mais c'est moi qui me suis sacrifiée pendant 3 ans pendant que Jacques jouait à des jeux vidéo avec notre argent. J'en ai marre d'être considérée comme la méchante parce que je veux une responsabilité et un respect de base. Nous verrons ce qui se passera dans les 2 prochaines semaines, mais je ne suis pas optimiste quant à ce que Marc retrouve soudainement du courage et tienne tête à son frère. Mise à jour 3. Je n'étais absolument pas préparée à ce que j'ai découvert cette semaine. Toute cette situation a explosé en quelque chose de bien plus grand et de plus grave que le simple fait que Jacques soit au chômage et vive au crochet de son frère. Marc s'est présenté chez Sophie mardi soir, complètement effondré. Je connais cet homme depuis 7 ans, et je ne l'avais jamais vu pleurer comme ça auparavant. Pleurer à chaudes larmes, hyperventiler, ne pas pouvoir reprendre son souffle. Au début, j'ai cru que quelqu'un était mort ou avait eu un accident. Il lui a fallu 20 minutes pour se calmer suffisamment pour me raconter ce qui s'était passé. Il s'avère que Jacques n'a pas seulement été licencié de son emploi dans la construction il y a 8 mois, comme il l'avait dit à tout le monde. Il a été viré pour avoir volé des outils et du matériel sur le chantier. Plusieurs collègues avaient signalé des objets manquants pendant plusieurs semaines, des outils électriques coûteux, du fil de cuivre, des composants électriques, des choses qui pouvaient facilement être revendues. Lorsque le contremaître a finalement décidé de vérifier les caméras de sécurité, Jacques était en train de charger des choses dans sa camionnette après les heures de travail, pensant que personne ne le remarquerait. L'entreprise l'a immédiatement viré et a menacé de porter plainte. Mais Jacques les a suppliés de ne pas impliquer la police et a promis de rembourser la valeur de tout ce qu'il avait pris. Ils ont accepté de ne pas le poursuivre tant qu'il restait à l'écart de leur chantier et ne postulait pas pour travailler pour leurs entreprises partenaires. Mais ce n'est même pas le pire de l'histoire. Jacques a une grave dépendance aux jeux qu'il cache à sa famille depuis des années. Il parie sur des matchs sportifs et joue au poker en ligne depuis l'université, mais cela s'est intensifié de façon spectaculaire après son licenciement. L'argent que Marc lui envoyait n'allait pas au loyer et aux courses comme Jacques le prétendait. Il servait directement à couvrir ses dettes de jeu. Jacques doit maintenant de l'argent à plusieurs personnes. Un certain Tony appelle chez Nadine, cherchant Jacques à propos de 8 000 € qu'il doit pour des paris de football qui ont mal tourné. Un autre gars nommé Michel n'arrête pas de se présenter à l'immeuble de Jacques, lui demandant 4 500 € que Jacques a emprunté pour jouer à une partie de poker à enjeux élevés. Jacques disait à ces gens que son riche frère couvrirait ses dettes et qu'il devait juste être patient pendant qu'il arrangeait l'argent. Il utilisait le nom et la réputation de Marc pour gagner du temps avec des personnes très louches. Marc a finalement admis qu'il savait que Jacques avait des problèmes depuis des mois, mais qu'il ne savait pas à quel point la situation était devenue grave. Il couvrait les erreurs de Jacques depuis qu'ils étaient adolescents, et ne savait pas comment arrêter le schéma, même quand cela détruisait son propre mariage. Quand leur père biologique est parti quand Marc avait 17 ans et Jacques 12 ans, Marc s'est senti responsable de prendre soin de son petit frère. Jacques a eu des ennuis au lycée, volait dans les magasins, séchait les cours, se faisait prendre avec de l'herbe, de petites choses qui auraient pu être gérées avec des punitions et de la surveillance. Mais au lieu de laisser Jacques faire face aux conséquences, Marc intervenait toujours pour arranger les choses. Il rendait les objets volés et s'excusait auprès des gérants de magasins. Il falsifiait des billets pour excuser les absences de Jacques. Il prenait le blâme quand leur mère trouvait de la drogue dans la chambre de Jacques. Ce schéma a continué à l'âge adulte avec des problèmes de plus en plus importants.
Jacques faisait des erreurs financières ou légales. Marc le tirait d'affaire avec de l'argent ou des faveurs. Et Jacques n'a jamais eu à apprendre de ses erreurs ni à développer de véritables compétences d'adaptation. Marc a dit qu'il estimait avoir donné à Jacques au moins 40 000 € au cours des 12 dernières années depuis que Jacques a eu 18 ans. Paiement de voiture quand Jacques s'est fait suspendre son permis pour conduite en état d'ivresse. Dépôt de loyer quand Jacques s'est fait expulser. Dette de carte de crédit provenant des folies de Jacques. Frais juridiques. Quand Jacques a été arrêté pour des bagarres de bar, et tout le reste. La conversation a duré 4 heures et Marc était un désastre complet pendant tout ce temps. Il n'arrêtait pas de s'excuser, disant qu'il savait qu'il avait détruit notre mariage, mais qu'il ne savait pas comment arrêter d'aider Jacques sans avoir l'impression d'abandonner son petit frère. J'ai demandé à Marc pourquoi il ne m'avait jamais parlé de tout cela avant que nous nous marions. Il a dit qu'il pensait que Jacques avait dépassé ses problèmes et que le jeu et les emprunts n'étaient qu'une chose temporaire due à la perte de son emploi. Quand j'ai fait remarquer que 15 000 € sur 6 mois n'était pas une aide temporaire, mais un engagement financier massif et continu, Marc a admis qu'il était dans le déni quant à la gravité de la situation. J'ai dit à Marc que j'avais besoin de temps pour digérer tout ce qu'il m'avait dit. Il ne s'agissait plus seulement de l'argent de la maison. Il s'agissait de plus de 15 ans de mensonges, d'un beau-frère accro au jeu qui nous considérait comme son compte bancaire personnel, et de personnes potentiellement dangereuses qui pensaient que Marc leur devait de l'argent. J'ai décidé que j'avais besoin d'une séparation formelle pour déterminer si ce mariage était même récupérable. À ce stade, Marc est retourné vivre chez ses parents le lendemain, et nous avons convenu qu'il commencerait une thérapie individuelle avant même que nous n'envisagions une thérapie de couple. Nous avons gelé tous nos comptes joints, à l'exception d'un compte courant que Marc peut utiliser pour les nécessités comme l'essence et les courses. J'ai mis en place un accès en ligne pour pouvoir surveiller chaque transaction et il doit m'envoyer des photos des reçus pour tout achat supérieur à 200 €. Marc a également accepté de prendre du travail supplémentaire pour commencer à rembourser les 15 000 € qu'il a donnés à Jacques. Il a pris des quarts de travail le week-end, faisant du travail électrique pour l'entreprise de construction d'un ami et s'est inscrit pour faire des livraisons pour un service de livraison le soir après son travail régulier. La situation financière se passe en fait mieux que prévu. Marc a réussi à remettre 2 000 € sur notre compte en seulement 3 semaines en travaillant pratiquement toutes ses heures d'éveil. Il est épuisé, mais dit qu'il est déterminé à réparer ce qu'il a cassé. Jacques, quant à lui, appelle Marc constamment pour lui demander plus d'argent. Apparemment, Tony et ses amis se sont présentés à l'immeuble de Jacques et ont proféré des menaces sur ce qui arrive aux gens qui ne paient pas leurs dettes à temps. Jacques voulait que Marc lui donne 5 000 € pour que ce problème disparaisse et a promis que ce serait la dernière fois qu'il demanderait de l'aide. Quand Marc a dit qu'il n'avait pas 5 000 € et qu'il ne donnerait de toute façon plus d'argent à Jacques, Jacques a complètement pété les plombs. Jacques a hurlé que Marc le laissait se faire tuer pour de l'argent stupide et l'a traité de « pourri » pour avoir choisi sa femme « psycho » plutôt que sa propre chair et son propre sang. Il a dit que la famille ne pardonnerait jamais à Marc si quelque chose lui arrivait parce que Marc était trop radin pour l'aider. Pour la première fois de sa vie, Marc a raccroché à Jacques en plein milieu d'une crise. Jacques a alors commencé à appeler Nadine et son beau-père en pleurant, leur disant que Marc l'avait abandonné et allait le laisser se faire blesser par des gens dangereux. Mais Nadine et le beau-père de Marc voient enfin Jacques tel qu'il est vraiment après tout ce qui est sorti. Nadine a dit à Jacques que s'il était vraiment inquiet pour sa sécurité, il devait utiliser son fonds fiduciaire pour rembourser ses dettes et obtenir une aide professionnelle pour sa dépendance au jeu. Elle a dit que la famille n'allait pas continuer à alimenter son comportement destructeur en le tirant d'affaire à chaque fois qu'il avait des ennuis. Jacques a même eu le culot de dire que son fonds fiduciaire était intouchable et que la famille devrait s'entraider sans condition. Nadine lui a raccroché au nez, elle aussi. Je ne sais pas si Marc et moi allons nous en sortir, mais voir Marc enfin tenir tête à Jacques pour la première fois de sa vie me donne un tout petit peu d'espoir qu'il soit enfin prêt à changer. La dépendance au jeu et les personnes dangereuses à qui Jacques doit de l'argent rendent tout plus compliqué. Je m'inquiète aussi pour la sécurité de Marc maintenant, pas seulement pour notre mariage et nos finances. Mise à jour 4. Beaucoup de choses se sont passées depuis ma dernière mise à jour, et il y a enfin une solution à tout ce cauchemar, bien que pas de la manière dont je m'y attendais. Jacques a été arrêté il y a 3 semaines, et ce fut le signal d'alarme dont tout le monde avait besoin.
Il a réussi à trouver un autre emploi, a probablement menti sur la raison pour laquelle il a été viré du précédent, et a tenu exactement 4 jours avant de se faire prendre à nouveau en train de voler du fil de cuivre et des outils électriques coûteux sur les caméras. Cette fois, il y avait plusieurs témoins, et le contremaître a immédiatement appelé la police au lieu de donner à Jacques une chance de réparer les choses. Jacques a été arrêté sur le chantier devant tous ses collègues et a passé 2 nuits à la prison du comté avant même que quiconque ne sache ce qui s'était passé. Il a appelé Marc de prison à 6 heures du matin, le suppliant de payer la caution de 5 000 €. Marc a dit non. Jacques a ensuite appelé Nadine et son beau-père en pleurant et en plaidant, mais ils ont dit non aussi. Jacques a finalement dû ravaler sa fierté et utiliser 6 000 € de son précieux fonds fiduciaire pour payer un avocat et se faire libérer sous caution. L'avocat engagé par Jacques dit qu'il obtiendra probablement une mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général, puisque c'est techniquement sa première condamnation officielle. Le vol précédent avait été traité en privé, mais Jacques doit maintenant se présenter à un agent de probation chaque semaine. Plus important encore, Nadine a organisé une réunion de famille le lendemain de la sortie de prison de Jacques et a exigé une honnêteté totale concernant sa situation financière. Jacques s'est effondré et a admis qu'il devait près de 15 000 € au total à diverses personnes pour des paris sportifs et des parties de poker. L'argent que Marc lui envoyait ne couvrait pas le loyer et la nourriture. Il servait directement à payer les intérêts sur les dettes de Jacques pour empêcher ces gens de devenir plus agressifs. Nadine a dit à Jacques qu'il avait exactement 1 semaine pour utiliser l'argent de son fonds fiduciaire pour rembourser toutes les personnes à qui il devait de l'argent et poursuivre un traitement intensif pour sa dépendance au jeu. Elle a dit que s'il ne s'en occupait pas immédiatement, elle et le beau-père de Marc le couperaient complètement et il devrait régler ses problèmes tout seul. Jacques a essayé de soutenir qu'utiliser son héritage pour des dettes de jeu n'était pas ce que son grand-père avait l'intention de faire de l'argent. Nadine a dit qu'elle était sûre que son grand-père n'avait pas l'intention que Jacques vole l'argent du mariage de son frère non plus. En 5 jours, Jacques avait remboursé Tony, Michel et les autres personnes qui le menaçaient. Il est retourné vivre chez ses parents et a commencé à assister à des réunions des joueurs anonymes. Il a également trouvé un emploi à Carrefour, gagnant 11,50 € de l'heure et doit remettre l'intégralité de son salaire à Nadine afin qu'elle puisse gérer ses dépenses et s'assurer qu'il ne joue pas. Quant à Marc, il a continué la thérapie individuelle pendant 6 semaines maintenant, et cela l'a vraiment aidé à comprendre à quel point sa relation avec Jacques était devenue compliquée au fil des ans. Marc a travaillé d'arrache-pied pour rembourser l'argent qu'il a donné à Jacques. Entre son travail régulier, le travail électrique le week-end et les livraisons de livreaux tous les soirs, il a déjà réussi à rembourser 4 000 € sur les 15 000 €. À ce rythme, il devrait l'avoir remboursé le reste dans environ 6 mois. Nadine et le beau-père de Marc se sont sentis terribles à propos de tout ce qui s'était passé et ont offert de contribuer 5 000 € en cadeau pour nous aider à nous remettre sur les rails plus rapidement. J'ai accepté parce qu'honnêtement, nous avons besoin de toute l'aide possible si nous voulons un jour pouvoir acheter une maison. Jacques a également été contraint de signer un billet à ordre légal de 15 000 € de ce qu'il nous doit. Ses parents ont insisté et ont dit que s'il n'assumait pas sa part de responsabilité dans ce désordre, ils le mettraient à la porte de leur maison. Les paiements ne sont que de 200 € par mois parce que c'est tout ce qu'il peut se permettre avec son salaire de Carrefour, mais c'est quelque chose. Jacques n'est pas autorisé à me contacter directement du tout. Nadine a fait appliquer cette règle après que je lui ai raconté qu'il m'avait insulté et manqué de respect dans notre propre appartement. Elle a dit que si Jacques me contactait, même par SMS, ou m'approchait en public, il serait immédiatement mis à la porte de chez eux. Toute la famille a enfin commencé à établir de vraies limites avec Jacques au lieu de simplement encourager son mauvais comportement. Il a fallu qu'il soit arrêté et qu'il doive de l'argent à des gens dangereux, mais il le traite enfin comme l'adulte qu'il est au lieu de trouver des excuses pour lui. Quant à Marc et moi, nous prenons les choses très lentement. Il a continué la thérapie individuelle, et j'ai commencé à assister à des séances de thérapie de couple avec lui 2 fois par semaine. Nous travaillons sur de nombreux problèmes de confiance et de communication qui vont bien au-delà de la situation de Jacques. J'ai décidé de donner une autre vraie chance à notre mariage, mais avec des conditions strictes que nous avons mises par écrit. Marc doit continuer la thérapie individuelle pendant au moins 1 année complète.
Nous faisons également rédiger un accord post-nuptial par un avocat qui protège mes biens et stipule clairement que toute aide financière future à des membres de la famille nécessite nos 2 signatures écrites. Nous ne pouvons toujours pas nous permettre d'acheter une maison de sitôt. Entre l'argent que Jacques a pris, le revenu réduit de Marc dû au rendez-vous de thérapie et les prix du logement qui ne cessent de grimper, nous prévoyons probablement encore 1 an et demi d'épargne au minimum. Mais au moins, maintenant je sais que chaque euro versé sur ce compte y reste réellement. Le marché locatif est tout aussi mauvais que le marché immobilier. Notre propriétaire a augmenté notre loyer de 250 € par mois lors du renouvellement du bail. Donc, nous dépensons en fait plus pour le logement maintenant qu'avant que tout ce gâchis ne commence. Nous avons envisagé de déménager dans un endroit moins cher, mais partout où c'est décent, cela coûte à peu près la même chose ou nécessite un trajet plus long pour nos emplois. Je ne vais pas prétendre que tout est parfait entre Marc et moi. Il y a des jours où je ressens encore beaucoup de colère à propos des mensonges et du temps que nous avons perdu à cause de ces mauvaises décisions. Certains matins, je me réveille et je me demande si je fais une erreur en essayant de sauver ce mariage. Mais Marc a montré un véritable remords et a apporté de réels changements à son comportement. Il travaille incroyablement dur pour rembourser l'argent et reconstruire la confiance. Il a finalement appris à dire non à Jacques et à établir des limites avec sa famille. Certaines personnes ont dit que j'aurais dû simplement divorcer de Marc immédiatement, mais je suis contente d'avoir pris le temps de voir s'il était disposé et capable d'apporter de réels changements. Si la même situation se reproduisait, je la gérerais probablement différemment.